Et voilà, ce jingle, ce thème musical, vous l'écoutez seulement à la fin de l'émission. Parce qu'elle s'est réservée pour la fin de l'émission. C'est rare, souvent. C'est rare hein, que tu viennes parler à la fin de l'émission comme ça. Bonjour, Jade. Bonjour Cyril. Comment vas-tu? Bah, ça va bien. Bien. On a eu une très belle émission, très politique. Oui, oui. Cyril est même apparu en live. Si Oui. c'était pas extraordinaire. On arrête avec le live. Vous n'êtes pas obligé, c'était une première. Mais on reste dans la politique. Tout ce que je fais est toujours politique. Oui, Tu sais que je crois profondément que le privé est politique. Oui. So, Mais je voulais que tu t'intéresses un peu à la politique. je sais. Québécoise. Les élections. Oui. Oui. Non, ça va pas être Mais, le sujet. chers amis, qu'est-ce que c'est difficile avec Jacques? Pas difficile, mais disons que voilà. Ok, on va parler, oui, on reste sur politique, on parle de tourisme, Oui. mais là, c'est pas pour nous vendre une destination. Non. C'est plutôt pour dire que le tourisme est le, puis j'aime beaucoup tes titres, le énième outil colonial. J'ai été inspirée pour ce titre. Oui. Merci. D'accord. Je rappelle juste en passant que tu sors de Cuba. L'année dernière, oui. Oui. Donc Tout à fait. Voilà, tu étais faire D'ailleurs, je vais utiliser le... Et tu étais faire du tourisme. Oui. D'accord. Outil colonial. Oui. D'accord. Mais c'est la fin On août. t'écoute. Voilà. Pour redonner le contexte, J'ai c'est bien fin aimé. août, c'est la rentrée, tout le monde rentre de vacances. Donc je me suis dit pourquoi ne pas discuter justement de vacances et discuter de tourisme. Il faut savoir déjà, pour vous donner également un contexte au niveau des chiffres, actuellement le tourisme en tant qu'économie, on compte à peu près 1 billion, 1 milliard de personnes qui voyagent chaque année. Et on estime que dans le monde, et on estime que sur les 3 prochaines années, ça va se multiplier par 3. Ça, c'est on compte pas les touristes au sein de l'Afrique noire. Cyril, tu pas rentres bon. directement dans mon sujet. Oh. Tu me connais trop bien. Donc déjà, ça c'est pour vous donner le contexte au niveau des chiffres. Là, on parle de tourisme, notamment de tourisme de masse. Et également une petite idée autour du tourisme que je trouvais intéressante à déconstruire, c'est ce mythe également que quelque part voyager serait une solution au racisme. J'imagine que tu as déjà entendu parler de ça, Cyril. On a Mark Twain par exemple qui disait que travel is fatal to prejudice, bigotry and narrow-mindedness. Donc l'idée que voyager était le meilleur moyen de contrer le préjudice, contrer la bigoterie et l'esprit fermé. C'était aller à l'encontre de l'autre. Même sur Le Devoir, le chroniqueur qui s'occupe du tourisme, Gary Lawrence, a fait un article sur le voyage puissant remède anti-haine. Donc je me suis dit, bah tiens, allons parler de ça. Allons parler de tourisme. Donc déjà, on va déconstruire un petit peu le tout. Comme tu l'as très bien mentionné lorsque j'ai dit tourisme, tu m'as dit, oh, j'imagine qu'on ne prend pas en compte Inter-Afrique. Déjà, lorsqu'on parle voyage, ne voyage pas qui veut. Il y a tout un tas de termes entre voyageurs, touristes, immigration, migrants, expatriés, backpackers. Donc il y a tout un tas de thèmes avec tout un tas d'univers qui sont associés à l'idée de voyage ou plutôt à l'idée de déplacement. Lorsqu'on parle de tourisme et lorsqu'on parle de voyageurs, on fait référence à une certaine image, un certain univers de personnes qui bougent. On ne fait pas référence aux migrants, on ne fait pas référence aux personnes qui sortent de l'Afrique noire, on ne fait pas référence aux déplacements tels que l'immigration, on fait référence aux personnes qui voyagent pour le plaisir, ce qui est une économie de voyage bien particulière, avec son vocabulaire bien particulier, et bien sûr son public bien particulier. Quand tu ouvres Nat Geo, lorsque tu regardes les livres qui parlent de voyage, les gens qui écrivent sur le voyage, c'est essentiellement des hommes blancs. Il y a quelques femmes blanches également qui écrivent, mais c'est majoritairement les voix qu'on entend dans le domaine du voyage. Donc déjà, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de voyage, on parle de personnes bien particulières. Ensuite, il faut également comprendre, lorsque j'ai dit ne voyage pas qui veut, dernièrement sur mon Facebook, j'avais partagé une carte, je pense que tu l'as vu Cyril, une carte mondiale qui représentait en fait le pouvoir associé à certains passeports. C'est là également, voilà, on oublie souvent que lorsqu'on parle tourisme et voyage, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes privilèges de se rendre où il le veut, où il l'entend et où son passeport l'autorise. Il faut comprendre qu'un passeport, qui est issu directement de la colonisation, je rappelle, offre, en fonction de votre passeport, vous avez la possibilité de vous déplacer plus ou moins librement en fonction de votre passeport d'origine. Par exemple, l'Occident, si vous avez un passeport européen ou encore Amérique du Nord, vous pouvez vous voyager quasiment librement dans le monde entier sans être vraiment embêté par les visas. Ou alors la démarche de visa est extrêmement rapide et facile à obtenir. En revanche, et c'est ce que montrait particulièrement la carte du monde que j'avais partagée, si vous avez un visa d'Afrique continentale, rappelle-moi de te parler du passeport Ndolé. Eh oui, on parlera si tu veux. Il y aura tout un tas de démarches administratives qui vont extrêmement limiter, voire même vous empêcher
de vous rendre dans certaines destinations. Donc déjà, le passeport est en soi un document puissant et lourd de sens. Et lorsque vous comparez la carte de la colonisation avec la carte des privilèges associés au passeport, ah tiens, les deux font extrêmement sens. C'est-à-dire, l'Occident a colonisé le monde entier et aujourd'hui, l'Occident a le droit de se déplacer dans le monde entier. Les anciennes colonies, pas tant que ça. Donc ça, c'est rien que pour vous donner une petit aperçu des racines coloniales que possède le passeport, le document. Ensuite, troisième chose à aborder au niveau du voyage, je passe rapidement parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le sujet, c'est que le tourisme, et surtout le tourisme de masse, a besoin, et là encore c'est clairement dans les racines coloniales, le tourisme de masse a clairement besoin de maintenir des inégalités de ressources mondiales. Tu me regardes avec des gros yeux, je m'explique. Vous savez, il y a cette espèce de liste de pays considérés comme cheap où vous pouvez obtenir du all-inclusive, par exemple, même si vous êtes un foyer à revenu moyen. Là, par exemple, on pense directement Cuba, République dominicaine, Mexique. C'est un peu ces destinations où un foyer moyen peut partir, les destinations soleil, gros guillemets, où un foyer moyen peut partir et avoir du all-inclusive sur place, hôtel compris, avion compris, etc. Donc, il faut comprendre que pour avoir ces destinations cheap, souvent on ne regarde pas de près qu'est-ce que ça signifie avoir des destinations cheap, c'est avoir des destinations où le salaire moyen est extrêmement bas. C'est-à-dire que souvent on a cette idée que lorsque les touristes voyagent, ils vont faire bénéficier à l'économie locale. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Lorsqu'on voyage, on maintient ces conditions de vie qui permettent que cette destination soit cheap. C'est-à-dire qu'au niveau du tourisme de masse, on va faire en sorte, par différents politiques ou accords que m'ont signé les grosses entreprises internationales, que ce soit au niveau de l'avion ou des hôtels, de maintenir le plus bas possible les salaires, voire le coût de service, etc., pour faire en sorte justement que le foyer moyen puisse venir et avoir du all-inclusive. Et ça, on va dire que c'est la dimension souvent sur laquelle on ne regarde pas de trop près, ou on n'essaye pas d'analyser. Qu'est-ce qui me permet, moi, de me rendre dans cette destination en all-inclusive? Qu'est-ce qui permet à cette destination de m'apparaître cheap en ayant un revenu moyen? Et là, du coup, c'est ce qui permet de contredire complètement l'idée que le tourisme est un bienfait pour l'économie locale, ce qui est le quatrième problème. C'est une grosse méconception de dire que le tourisme fait du bien à l'économie locale. Et c'est extrêmement vendu pourtant par les agences de voyage, par l'industrie du tourisme de masse. On estime notamment qu'environ, pour la Thaïlande par exemple, 70% de l'argent que vous dépensez pour aller en Thaïlande sort directement de la Thaïlande. Ça, c'est la Thaïlande, ça c'est en Asie. Pour la Caraïbe, ça atteint les 80%. Non seulement l'argent ne reste pas sur place, mais ça se fait au détriment des services et des populations locales qui ne peuvent pas être en compétition avec les prix que proposent les grosses entreprises internationales. Voire même, il va y avoir des accords politiques qui vont se passer, notamment, je donne l'exemple de la Nouvelle-Orléans. À la Nouvelle-Orléans, les taxes que paye par exemple un touriste ou les hôtels au niveau de la Nouvelle-Orléans ne reviennent pas à la ville de la Nouvelle-Orléans, ne reviennent pas à la population et donc au service de la population. Il y a une loi qu'ils ont réussi à faire passer pour que les taxes reviennent directement à l'industrie hôtelière, donc reviennent directement aux industries internationales. Donc l'argent sort directement de la Nouvelle-Orléans. Donc souvent, cette idée que lorsqu'on va sur un endroit, on va aider l'économie, en fait, c'est même pire. C'est que souvent, le tourisme, particulièrement le tourisme de masse, va dégrader les conditions de vie locales. Pourquoi? Parce que le prix de la vie sur place va exploser. Exemple, Bali. Essayez de vous installer à Bali de nos jours. Ça va être compliqué. Les personnes qui vivent à Bali, pour ces personnes-là, c'est extrêmement compliqué, par exemple, face à l'explosion du prix immobilier, explosion du prix des services, explosion du prix du vie de tous les jours. Parce que Bali est devenue cette destination de rêve d'un point de vue international. Exactement. Autre gros problème avec le tourisme, c'est que ça fait une pression énorme sur les ressources locales. Et là encore, on retrouve les mêmes racines coloniales. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'il y a énormément de personnes qui viennent à un endroit, il faut qu'il y ait des ressources au niveau de la nourriture, de l'énergie, de l'eau, etc. Et ce qui va se passer dans ces endroits-là, c'est que ces ressources-là, les touristes vont passer en priorité pour avoir accès à ces ressources par rapport à la population locale. L'exemple, en fait, clairement, les touristes aspirent les ressources disponibles en priorité face à la population. L'exemple le plus concret, encore une fois, c'est Bali et par rapport à la lutte autour de l'eau. Actuellement, il y a un énorme enjeu d'accès à l'eau à Bali. On estime qu'en 2020, Bali sera en complète sécheresse, alors qu'à Bali, vous avez spa, jacuzzi, golf, parce que le tourisme, c'est ça. C'est dans 2 ans, là. Oui, exactement. Okay. En fait, le tourisme, il faut bien penser, vous pensez mer, mais il y a aussi piscine, jacuzzi, sauna. Dans certains endroits, il y a les golfs.
Tout ça, ça demande énormément d'eau. Énormément d'eau qui est puisée directement sur place et qui est donc confisquée à la population locale qui se retrouve donc sans ces ressources en eau. Bali, par exemple, actuellement, les agriculteurs, parce que Bali est quand même connu pour le riz, par exemple, les rizières, oui, c'est une agriculture qui a énormément besoin d'eau. Les agriculteurs sont les premiers, les plus durement touchés par ce manque d'eau, cette manque d'accès à l'eau qui se passe à Bali, tandis que juste à côté, on a des hôtels qui permettent d'avoir des piscines. L'eau est détournée, exactement. Cinquième gros problème qu'on retrouve directement dans, pourquoi je dis outil colonial du tourisme, c'est qu'encore une fois, il y a un déplacement des populations qui est fait pour les touristes. Ça, c'est quelque chose dont techniquement, on en entend toujours parler, je vous apprends rien, cette idée qu'il va y avoir les côtes qui vont être prises par les entreprises hôtelières, donc la population locale n'y a pas accès. En Guadeloupe, il y a de plus en plus des tentatives de privatiser certaines plages, donc empêcher la population locale d'y avoir accès pour les réserver pour les touristes. Donc tout ça, ça se fait au détriment de personnes qui parfois ont vécu ici depuis des générations et des générations, qui se voient pousser pour laisser la place à des touristes occidentaux. Il faut bien comprendre donc que non seulement il y a un gros impact négatif sur l'environnement, là non plus je vous apprends rien, donc non seulement il y a un gros impact sur l'environnement, mais il y a une véritable poussée de déloger la population locale pour faire la place aux touristes. Et le côté le plus, pas hardcore, mais misérable qu'il y a dans cette entreprise plus critique, j'ai du mal là. Le côté encore plus critique, c'est qu'il faut comprendre également que lorsque vous avez une catastrophe naturelle qui oblige les populations à normalement de se déplacer pour chercher un endroit, se mettre en sécurité le temps de quelques instants, le temps de quelques mois normalement, généralement, c'est ce qui s'est passé à Nouvelle-Orléans, c'est ce qui s'est passé en Guadeloupe, c'est ce qui s'est passé en Thaïlande, c'est-à-dire que les entreprises hôtelières vont se profiter de ces moments-là pour récupérer les terrains, c'est-à-dire avec l'aide des municipaux. Avec l'aide des mairies sur place, avec l'aide du gouvernement, ils vont dire, OK, en fait, ce terrain-là, vous ne pouvez pas y retourner, c'est extrêmement dangereux, c'est inondable, donc puisque vous vous êtes déplacé pour vous mettre en sécurité, restez où vous êtes. Souvent, les populations n'ont pas retrouvé une autre habitation, elles sont dans des habitations de fortune, par exemple. Restez où vous êtes, on ne peut pas vous autoriser à retourner y vivre, et en fait, d'un même côté, ils vont le vendre à des hôteliers pour y construire. C'est ce qui s'est passé en Guadeloupe après certains cyclones, c'est ce qui s'est passé en Thaïlande, c'est ce qui se passe lorsque vous voyez une catastrophe naturelle qui fait d'énormes dégâts et qu'on a aussi, j'ai vu passer les touristes, il faut que vous y alliez. Après Cuba aussi, il y a eu cette idée qu'il faut aller aider l'économie en se rendant. En fait, vous faites pire parce que vous vous assurez que le milieu hôtelier s'empare de ces terrains. Donc il y a un vrai déplacement des populations, voire un remplacement, pareil que lorsqu'on retrouvait dans la colonisation. Sixième et avant-dernier enjeu, parce que sinon je ne vais jamais tenir le temps. Là, on va parler au niveau des individus, donc les touristes. J'inclus les voyageurs, j'inclus les backpackers, parce qu'il y avait un peu cette idée que, bon, il y a les touristes de masse, et puis il y a les backpackers. Oui, il y a un petit côté, il y a certains touristes qui s'imaginent être un peu plus élitistes. Pour les francophiles, c'est ceux qui sont à un sac à dos, au pied, qui évitent tout ce qui est trop connu. Non, en fait, le côté élitiste, eux aussi créent de gros problèmes. Ces individus, touristes très larges, développent des pratiques oppressives envers les populations. D'abord, il y a le fait que le tourisme, c'est également une entreprise extrêmement voyeuriste. Notamment, on a les voyageurs, lorsqu'ils se déplacent dans des coins, entre guillemets, exotiques, ils veulent avoir cette espèce d'expérience de ce qu'ils appellent authentique. Donc, ils vont aller à la rencontre des populations locales pour prendre des photos, la plupart du temps sans leur demander leur avis. Il y a aussi ce que j'appelle la pornographie de la pauvreté. Tu sais, c'est cette femme blanche qui va prendre une photo avec 15 enfants noirs autour d'elle en disant « Oh, ils sont tellement mignons, j'avais envie de les adopter. » Ok. Donc, il y a un peu, déjà, il y a ce voyeurisme-là qui est donné. Surtout, il y a cette idée d'aller à leur rencontre, on est exotisé. C'est exactement les mêmes termes qui ont été utilisés par les anthropologues au moment de la colonisation. C'est exotique, ils sont authentiques, ils sont tellement gentils, c'est un peuple très gentil. Donc ce sont les mêmes termes qui sont réutilisés. Il y a l'orientalisme aussi qui se retrouve. On est l'autre finalement, on est ce petit autre qu'on veut aller découvrir. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va avoir un énorme impact, notamment au niveau du culturel, parce que parfois, il y a des shifts, c'est-à-dire que comme les touristes ont cette idée de fantasme, ce folklore d'un certain endroit, lorsqu'ils viennent, ils veulent retrouver ce qu'ils ont imaginé. Ils ne veulent pas s'intéresser à la réalité ou à l'évolution de cette culture. Ce qu'ils veulent, c'est la personne en costume,
entre guillemets, traditionnelle, avec sa danse traditionnelle, la coiffe traditionnelle, prête à faire des photos. Et ce qui va se passer dans le chiffre, c'est que non seulement il va y avoir une surperformance de cette culture-là, c'est que les gens vont commencer à performer encore plus que d'habitude et rentrer dans le stéréotype, mais il va y avoir aussi une espèce de... cette culture va se retrouver figée. C'est-à-dire qu'on va la figer dans un certain temps, selon un certain modèle, selon une certaine configuration qui va plaire aux touristes. Et donc, ça va avoir un impact sur la manière dont, normalement, ces traditions, cette culture aurait pu évoluer. Surtout, il va y avoir également un impact au niveau, il faut bien comprendre que ça, c'est un énorme problème. Et pourquoi je mets également les backpackers? Cette idée que les voyageurs sac à dos qui ne veulent pas être traités comme des touristes, qui veulent être traités comme des locaux, sont également un énorme problème. N'essayez pas d'être traités comme des locaux, vous n'êtes pas des locaux. C'est vraiment cette idée que nous, on veut être traités comme eux, mais sans avoir à lutter pour les mêmes problèmes. Non seulement vous n'êtes pas traités comme des locaux, mais lorsque vous essayez, par exemple, j'ai beaucoup entendu parler des gens qui essayent de négocier les prix. Donc, par exemple, ils vont essayer d'éviter la taxe gringo, entre guillemets, c'est-à-dire la taxe du touriste, la taxe du blanc. Ouais. Ils vont dire, non, moi, j'ai essayé de négocier, je sais que ce n'est pas le même prix au niveau local. D'un point de vue de l'argent, le dollar américain, le dollar canadien, l'euro européen est extrêmement fort. Donc, si vous avez les moyens de vous rendre sur place, vous avez les moyens de payer le prix touriste. N'essayez pas de négocier, vous n'êtes pas, votre salaire du mois dans certains endroits représente un salaire annuel. Donc expliquez-moi pourquoi vous essayez d'avoir le prix d'une personne qui gagne à l'année ce que vous gagnez en un mois juste pour le plaisir d'avoir négocié. Si vous êtes venu dans cet endroit-là, payez plein pot. Ne serait-ce que par respect du fait que votre économie est extrêmement forte et votre économie est responsable du maintien de leur économie très basse sur place. Donc l'idée de vouloir être traité comme un local, je trouve ça extrêmement insultant. Passons. Enfin, dernier impact, la manière de parler de l'industrie du voyage et l'industrie du tourisme. Par exemple, comme je l'ai dit, il y a cette idée de folklore exotique, traditionnel, oh, cette population est tellement gentille, etc. C'est également une industrie au niveau des récits de voyage ou des reportages qui est extrêmement blanche, extrêmement... Le routard, c'est ça? Oui, le routard. Il faut comprendre que leurs voix sont des personnes qui vont à un endroit, il y a vraiment cette idée, ils vont à un endroit, ils découvrent, entre guillemets, donc encore une fois, découverte, même terme qu'utilisé par exemple par Christophe Colomb. Non, vous ne découvrez pas quoi que ce soit, les gens sont là, ils connaissent leur culture, vous êtes juste venus voir, vous n'avez rien découvert. Mais non seulement c'est une industrie très blanche, mais c'est une industrie également très masculine, très cis, très hétéro. Et ce sont des gens qui vont dans un endroit, puis ils reviennent et sont déclarés experts de cet endroit. Donc, tout ce qu'ils donnent comme conseil va être plus valorisé que les gens qui vivent sur place. Et c'est uniquement la voix de ces voyageurs qu'on va entendre dans l'industrie du tourisme, ce qui pose énormément de problèmes. Patientez, hop. Voilà, désolé, il y a eu un petit souci au niveau Internet. Donc, tout est fait pour la consommation de ces touristes. Pareil, lorsque vous regardez les agences de voyage, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, lorsque tu veux réserver un billet d'avion, il va y avoir des thèmes, en fait, c'est les catégories. Donc, tu vas avoir catégorie culturelle. Donc là, il va y avoir l'Europe, la France. Il va y avoir catégorie nightlife ou jet set. Donc là, tu vas avoir les États-Unis qui peuvent aussi être catégorie culturelle. Et puis, tu vas avoir, moi j'adore, chaque fois que j'essaye de rentrer chez moi, c'est toujours la même catégorie. Tu vas avoir destination soleil. Alors, destination soleil, ça peut être tout. Et à partir du moment où vous avez une plage et le soleil, ça peut être la Caraïbe, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique du Nord, la catégorie soleil. Et en plus, quand tu vois les photos, c'est impossible de faire la différence entre chaque pays. C'est-à-dire qu'on te met une plage, de l'eau bleue et du sable blanc. Devine où c'est. Exactement. En fait, c'est que ces destinations sont juste réduites à le côté soleil, plage, fantasme. Et on en a parlé lors de la chronique sur lorsqu'il y a eu le cyclone. Oui, c'est marrant. Exactement, comment on oubliait complètement les conditions de vie de la population sur place, la réalité socio-économique, les demandes des luttes politiques et tout, c'était juste la plage et le soleil. Et lorsqu'il y a des catastrophes naturelles pendant la saison touristique, oh grand Dieu, là, les seules personnes qu'on va aller interroger, ce sont les touristes qui sont voire même traités comme des espèces de héros d'être allés dans cet endroit et d'avoir risqué leur vie pour leurs vacances et qui sont rapatriés très rapidement. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a cette espèce de discours qui est fait dans le tourisme qui va créer donc ces catégories entre non seulement les destinations, mais entre les populations. Pareil, une dernière critique avant ma conclusion.
il va falloir oublier le citoyen du monde. Faut arrêter avec ça. Citoyen du monde, faut arrêter. J'ai de plus en plus de gens qui disent non. Citoyen du monde, en fait, c'est vraiment cette idée de vouloir connecter au-delà des frontières, mais sans absolument reconnaître le déséquilibre des rapports de pouvoir, le déséquilibre socio-économique qu'il y a à l'international. Donc, ce sont des gens qui se disent citoyens du monde, mais qui habitent dans un pays considéré évolué, donc lifestyle Europe, États-Unis, Amérique du Nord, mais ils sont citoyens du monde parce qu'ils aiment bouger avec leur passeport qui leur permet de bouger dans tous les sens, sans avoir à s'intéresser aux luttes sur place ou à l'impact de leur visite sur place. Donc moi, quand il y a certaines personnes qui utilisent le citoyen du monde devant moi, je suis là, ah bah oui, ah, tout à fait. C'est sûr que quand on est descendant d'un peuple colonisateur, on peut s'appeler citoyen du monde. Il n'y a aucun problème. Donc pour conclure, Cyril, là, il n'en peut plus. Pour conclure, je voulais aborder également les conseils pour voyager de manière plus responsable parce qu'il faut aussi comprendre qu'on est actuellement la première génération de personnes racisées à pouvoir voyager autant, comparé par exemple à nos grands-parents. Donc, non seulement on voyage beaucoup, mais il va falloir qu'on prenne également en compte ce qu'on fait quand on voyage, la manière dont on est perçu à l'extérieur, l'impact de notre visite et de nos passeports. Mais bon, je n'ai pas assez de temps, donc je mettrai en lien certains articles, notamment l'article de Bani Amor, qui est une femme racisée de l'Équateur, qui voyage énormément, qui a un blog sur le voyage où elle analyse par rapport à la race, la classe, le genre, comment faire pour voyager sans faire devenir une part du problème. Mais elle a eu une remarque que je voulais mettre en avant en conclusion. Elle dit notamment que si les populations sur place n'ont pas le pouvoir et la souveraineté sur leur territoire, sur la manière dont leur culture devrait ou ne devrait pas être disponible, ça aussi un autre problème, c'est qu'on a énormément de touristes qui s'imaginent qu'ils ont le droit de consommer, de voir absolument tout. Moi, j'ai déjà vu des touristes se plaindre de ne pas pouvoir entrer dans certains lieux sacrés, comme s'il leur revenait de droit d'entrer dans ce lieu sacré. Et lorsqu'on leur dit non, parfois d'y aller sans l'accord de cette population et donc ruiner des endroits qui ne sont pas pour eux. Donc, quand vous êtes touriste, si on vous dit cet endroit n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. On respecte ça. Bref, donc non seulement la manière dont leur culture devrait être disponible, si ces personnes-là n'ont pas le contrôle au niveau de leur économie et de l'impact du tourisme sur l'économie, alors clairement, il s'agit d'une continuation de pratiques impérialistes. Et là, il faut qu'on s'interroge sur qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on participe à ce genre de problèmes. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné la réflexion sur comment voyager ou pas. Comme l'a bien dit Cyril, je suis allée à Cuba. Moi, il faut savoir que j'ai surtout voyagé en Europe. Quand je suis sortie de Guadeloupe, j'ai surtout voyagé en Europe et c'était la première fois que j'allais dans un endroit considéré comme Destination Soleil qui n'était pas la Guadeloupe. Et Lise et moi, en fait, on est allé à Cuba et on est allé en all inclusive. Et ça a été, je pense que Cyril était là quand je suis rentrée. Bon, il était là quand je faisais mes commentaires sur Instagram. Ça a été l'expérience la plus déroutante et qui m'a bien remise à ma place. Parce que je m'imaginais que je ne pouvais pas causer de tort personnellement en venant de lieux comme cela. Et en fait, lorsque j'ai débarqué, que j'ai découvert ce que c'était, c'est la première fois aussi que je partais en all inclusive, ce que c'était le all inclusive, comment étaient traitées les personnes qui y travaillaient, le comportement des touristes sur place qui s'imaginent que all inclusive, ça veut dire que tout le monde est là à leur disposition H24 pour remplir tous leurs besoins sans se plaindre. Lorsque j'ai vu l'impact que ça donnait sur Cuba, lorsqu'on est rentré, Lise et moi, on s'est dit, OK, faut qu'on se remette en question sur cette pratique-là. Il faut qu'on voit comment on peut faire mieux. C'est de là qu'est venue mon envie de faire cette chronique, c'est que on n'est pas parfait, on fait des erreurs, mais il faut se demander ensuite comment on peut faire mieux, parce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ce problème-là. Donc voilà, j'espère que ma chronique vous a plu. Oui, elle nous a plu, Jade. Le tourisme comme énième outil colonial. Écoute, voyager sac au dos, je pense que je vais réfléchir à deux fois. Réfléchis-y à deux fois. J'ai souvent dit que j'étais citoyen du monde, je vais réfléchir à 3 fois. J'ai eu tout un tas d'anecdotes de touristes en Guadeloupe, je me retiens de... C'est tout un autre problème, ça. Laisse la Guadeloupe tranquille, cette chronique-là, c'est bon pour aujourd'hui. Merci Jade, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Comme, oui, comme on pourra.